Minasan konnichiwa. Bienvenue dans la salle d'attente de FF7 R3, le troisième et dernier chapitre de la retrilogie de FF7. Hey! Pendant que certains fans hardcore se cassent la tête au sujet des timelines, à coups de psychanalyse, physique quantique et spiritualité, nous, on va parler d'un truc vraiment cool. Les invocations. Pour rappel, les invocations, ou Esper, ou Chimère, ou Géforce, ou Éon, ou Divinité, ou Eidolon, ou Primordiaux, t'appelles ça comme tu veux, sont des grosses bébêtes bien stylées présentes dans tous les Final Fantasy depuis le troisième opus, que le joueur peut invoquer lors des combats pour lui venir en aide. Selon les jeux, elles peuvent servir de simples supports de combat, ou être intégrées au scénario. Elles peuvent parfois être invoquées par n'importe quel personnage, par une certaine classe de personnages, parfois par un seul personnage en particulier. Elles peuvent agir de leur propre chef. Certaines font juste de grosses attaques sur commande et disparaissent. Certaines sont contrôlables. Parfois ce sont des Playmobil. Parfois elles sont carrément un personnage. Un très grand nombre sont inspirées de diverses mythologies. D'autres non. Et certaines sont des personnages propres au bestiaire de Final Fantasy. La plupart ont des compétences d'attaque, parfois liées à un élément, mais certaines provoquent des effets bénéfiques, et parfois les deux à la fois. Bref, c'est varié. Nous, on va s'en tenir à celle de Dans FF7, les invocations sont utilisables par n'importe quel personnage pourvu qu'il soit équipé de la matériel adéquate. Elles ont pour effet une compétence unique, souvent dévastatrice, aux effets pyrotechniques impressionnants. Oui, ce sont des effets pyrotechniques impressionnants. Tu crois que je te vois pas, sale petit genou, avec ton sourire narquois, là, derrière ton écran ? Ne te moque pas, jeune padawan qui n'a pas connu le jeu à sa sortie, et dis-toi bien qu'à l'époque, ça, visuellement, ça te décrochait la mâchoire, la rétine et le reste. La première fois que tu lançais Shiva, tu craquais littéralement ton slip. Parce que finalement, passer de ça à ça, c'est impressionnant, mais c'est surtout juste plus beau. Et le fait de combattre directement avec les espers, Final Fantasy X l'avait déjà fait 19 ans auparavant. En 97, en revanche, on passait de ça à ça. C'est carrément un autre délire. D'ailleurs, pour nombre d'entre nous qui n'avions pas joué aux opus précédents, on n'avait tout simplement jamais vu un truc pareil. Et tu comprendras aisément notre émoi de l'époque. Les matériaux d'invocation sont de couleur rouge et certaines se méritaient et pouvaient facilement être manquées, soit parce qu'elles se trouvaient dans des endroits improbables ou très hasardeux, soit parce qu'elles nécessitaient certaines quêtes plus ou moins complexes pour être obtenues. Remake a intégré quelques changements au sujet des invocations par rapport au jeu d'origine. Premier changement, un personnage ne peut s'équiper que d'une seule matériel d'invocation. Pareillement à FF10, les invocations sont désormais des personnages de soutien que l'on peut commander à partir de nos personnages jouables afin de leur faire utiliser des compétences particulières. Même si en l'absence de commandes spécifiques, elles se battent automatiquement. Elles ne sont en revanche pas révocables et disposent d'un temps limité de présence sur le ring à l'issue duquel elles lancent une attaque spéciale dévastatrice. Et contrairement aux autres matérias, l'apparition de la commande d'invocation n'est possible que dans certaines circonstances. La barre de compétences n'apparaissant que lors de certains combats, en général ceux dont la difficulté est plus élevée que la moyenne, afin d'équilibrer la difficulté du jeu. Elles s'obtiennent pour la plupart via le simulateur de combat de Chadley, sauf Chocobo Mog, mais malheureusement son obtention ne s'accompagne pas d'une danse de Chocobo. D'ailleurs, j'attends toujours ma danse de Chocobo, Square Enix. Il est hors de question que j'accepte de finir la retrilogie de FF7 sans une danse de Chocobo. Du coup, la difficulté à les obtenir provient du fait d'avoir désormais à les combattre et non à les trouver. Le jeu intègre très discrètement l'idée que les invocations vont désormais faire partie du lore de l'univers de Gaïa, mais c'est extrêmement timide, puisque ça s'appuie principalement sur les écrans de chargement qui apparaissent de façon aléatoire dans le jeu.
C'est par ce biais que l'on apprendra par exemple que Shiva a sauvé le monde de la destruction en créant un glacier pour guérir une blessure de la planète. Oui, le jeu t'apprend que Shiva a créé le glacier du cratère nord suite à l'arrivée de Genova sur la planète en 2 pauvres lignes perdues dans un écran de chargement random. Au calme. FF7 Remake permet de se procurer les invocations Gros Chocobo, Chocobo et Mog, Shiva, Ifrit, Bahamut et Léviathan. Le DLC Intergrade ajoute Ramu et 3 invocations bonus qui étaient censées, je pense, être mignonnes mais que je trouve super moches pour ma part. Chocobo Poussin a l'air de se remettre difficilement de sa cuite de la veille et Carbuncle ressemble à un chien-chien à mémère avec un front démesuré. Le Pampa, quant à lui, est un Pampa. À lui, au moins, on n'a pas collé, je sais pas moi, genre une mèche et une moustache. Oh. Dans Rebirth, il est possible d'obtenir Titan, Phoenix, Alexandre, Kujata, Néo-Bahamut, Odin et Gilgamesh, qui était absent du jeu d'origine, mais qui sera peut-être le seul vrai élément de multivers de FF7 Retrilogy. Le fonctionnement des invocations dans Rebirth est le même que pour Remake, mais Rebirth est passé un cran au-dessus pour impliquer les invocations dans le lore de FF7. Les nouvelles invocations sont des sortes de déités tutélaires protectrices associées à chaque région visitée. Il est possible de trouver d'anciens hôtels qui leur sont dédiés sur la carte qui permettent de collecter des données les concernant. À mon humble avis, Rebirth a quand même raté une belle occasion en nous obligeant à les récupérer chez Chadley. Ça donne un petit goût un peu factice aux invocations. Le fait d'avoir à les récupérer sur site en les invoquant auprès des hôtels, par exemple, leur aurait donné plus de consistance, je trouve. Le fait que nous devions les recréer à partir de données anciennes laisse penser que ces matériels n'existent plus à l'époque où l'équipe parcourt le monde et que l'on ne peut s'en procurer que des copies de synthèse. Néanmoins, ce système d'hôtel renoue gentiment avec l'idée de devoir associer l'obtention des matérias avec de l'exploration, même si cette dernière est beaucoup plus assistée que dans le jeu d'origine. Si l'on s'en tient à la liste des invocations déjà présentes dans FF7, il nous reste à trouver Hades, une matérielle d'invocation qui fait subir aux ennemis tous les états négatifs possibles dans le jeu, Typhon, Typhoon ou Typhoon en japonais, matériel d'élément vent. Ah, j'ai trop hâte de voir comment ils vont le rendre classe celui-là parce que non seulement il est affreusement laid, mais en plus il a littéralement une tête à la place du cul. On peut dire qu'il a vraiment une tête de cul. Bahamut 0. La plus puissante version de Bahamut qui prenait la forme d'un robot qui attaquait depuis l'espace et qui rappelle pour beaucoup Bahamut Fury que l'on affronte dans Crisis Core. Alors oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. What the fuck, comment ça Bahamut 0 un robot? Alors faut que je vous explique. Moi, pendant 25 ans, j'étais persuadée que Bahamut 0 c'était un robot. Déjà, il arrivait depuis l'espace, il avait un aspect foutrement métallique, la façon dont il bouge ses ailes avant de tirer, ça faisait très mécanique. Et en plus, comme je l'ai dit, je trouve qu'il ressemble beaucoup au Bahamut Fury de Crisis Core, qui lui aussi a un aspect extrêmement robotique. Donc j'avais jamais remis cette idée en question, et c'est quelque chose que j'ai absolument pas vérifié quand j'ai écrit mon script. Sauf que quand j'ai monté ma vidéo, et que j'ai vu les images de Bahamut 0 pour la première fois depuis 2 ans, et ben je me suis rendu compte qu'il n'avait pas forcément l'air si robotique que ça. Alors j'ai cherché la confirmation ou l'infirmation de mon idée, et effectivement, rien ne permet d'affirmer que Bahamut 0 est un robot. Et là, moi, j'étais très emmerdée parce qu'en fait, j'avais basé toute mon analyse de l'invocation sur son aspect robotique. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je revoie tout mon script, quitte à enlever toutes les théories et toutes les blagues que j'avais écrites sur la base de ce truc. Et du coup, comme dans l'intérêt de la... Enfin, bref, j'ai décidé que j'allais le laisser quand même. Mais voilà, je fais un aparté pour dire que j'ai conscience que peut-être c'est pas un robot. Voilà. Bon, on reprend. Bahamut 0. La plus puissante version de Bahamut qui prenait la forme d'un robot qui attaquait depuis l'espace et qui rappelle pour beaucoup Bahamut Fury que l'on affronte dans Crisis Core. Et bien entendu les légendaires Chevaliers de la Table Ronde qui permettaient d'invoquer 12 chevaliers et le roi Arthur ou son cousin germain sur Gaïa, ce qui donnait une attaque qui durait environ 1 minute 20, soit 6 fois plus longue que Shiva par exemple qui prenait 20 secondes et 3 fois plus longue que le temps que je vais mettre à vous en parler. Mais le jeu en valait la chandelle puisqu'elle est capable, selon la constitution de l'ennemi, de faire 13 fois 9999 points de dégâts, soit 129 987, ce qui représente un huitième des PV de l'arme émeraude,
mais quand même. Alors pourquoi j'ai trouvé intéressant de parler des invocations pour FF7R3 ? Chevalier de la table ronde. Oui, on va y revenir, mais pas tout de suite. Avant tout, c'est parce que cette inclusion des invocations dans le lore et leur association à des régions du monde m'a intriguée. Du coup, je me suis demandé ce que ça pourrait donner si on poussait le concept encore plus loin pour FF7R3. Mais du coup, en termes de figures tutélaires, il nous reste un gothique chelou avec un chaudron, un truc moche avec une tête de cul, un robot de l'espace qui tire des lasers et 13 bonhommes dans la même invoque. Waouh, c'est pas gagné. Je veux dire, à quel moment on va aller prier sur l'autel du dieu des robots dragons de l'espace ? Enfin, tu me diras, on a déjà eu ça, donc admettons. Mais comment vont-ils faire pour inclure les invocations que nous possédons déjà et qui n'ont pas été obtenues dans les régions qui leur sont associées ? Encore une fois, je trouve que le principe de récupérer les matérias d'invocation via le simulateur de combat n'est pas totalement satisfaisant, et je me plais à imaginer que l'on ait l'occasion d'aller toutes les récupérer proprement sur le terrain, mais ça se heurte au fait d'avoir à se retaper des combats que l'on a déjà eus dans les opus précédents, donc je n'ai pas vraiment de solution satisfaisante à proposer. Rebirth a déjà attribué certaines invocations comme figure tutélaire à certains lieux. Titan dans les plaines, Phénix dans la région de Junon, Alexandre à Corel, Kujata dans la jungle de Gongaga, Néo-Bahamut à Canyon Cosmo et Odin dans la région qui entoure le mont Nibel. Je trouve que ce sont des associations pas trop déconnantes pour la plupart. Bon, pour Alexandre, je suis pas très inspirée, mais on a Titan qui est associé à l'élémentaire dans une zone agricole, Phénix qui est présent dans la région de Fort Condor, même si on n'y va pas, Kujata avec ses pouvoirs élémentaires et son énergie brute dans un lieu de nature sauvage, Néo-Bahamut, un dragon ailé, pour un lieu tout en hauteur et associé à la planétologie, et donc aux Cétras. Alors pourquoi j'associe les Cétras avec les dragons ? C'est en raison du lore apporté par Ever Crisis qui a introduit la tribu des dragonniers dans l'épisode L'histoire des Cétras, la naissance du destructeur, que vous pouvez retrouver en traduction française tirée du japonais sur la chaîne de Chronos, lien en description, tout ça. Odin, dans une région dont le nom s'inspire de la mythologie nordique. Alors, vite fait pour les personnes pas très versées en mythologie qui voient pas le rapport. La cosmogonie nordique se base sur un arbre cosmique, Yggdrasil, qui rassemble plusieurs mondes, dont Asgard, le monde des dieux As, dont Odin est le chef suprême, Midgard, le monde du milieu, celui des hommes, et le Niflheim, ou Nibelheim, le monde des brumes. Brumes, nuages, cloud, vous l'avez ? Et des Nibelungen, les nains forgeurs de l'anneau maudit, non, pas celui-là. Et tant qu'on y est, presque tous les personnages jouables dans Rebirth peuvent acquérir une arme dont le nom est tiré de la mythologie nordique également. Et c'est parti pour 2 minutes de prononciation merdique. Fafnir pour Barrett, le nom du dragon gardien de l'anneau maudit des Nibelungen. Gambantine pour Aerys, bâton de pouvoir détenu par Odin. Brinzingamen pour Nanaki, le collier des Brinzingar qui appartient à la déesse Freya, déesse vanne de la fertilité. Gjallarhorn pour Keiichi, corne de gueule dont Mimir se sert pour boire à la source de la connaissance. Oula, Njangreipr. Attends, ça se prononce comment en vrai ? Njangreipr. Ok. Trucmuche pour Tifa, gant de feu appartenant à Thor, dieu As du tonnerre. Bon, maintenant que vous voilà au top sur le sujet, on revient à nos invoques. Ah, et on peut rajouter Gilgamesh sur l'ancienne île aux gobelins. Donc si on continue dans cette logique, il nous reste des parties de la carte inexploitées. Alors je vous propose qu'on se lance dans un bingo des invoques. Je vais mettre de côté les 2 invocations Chocobo et les 3 invoques dégueulasses de Intergrade que je classe plutôt dans les invocations blagounettes. Il y en a 2 qui sont assez faciles. Shiva, invocation élémentaire de glace pour la région glaciaire du Nord. De toute façon, on l'a dit, c'est déjà canon dans le lore. Donc on rappelle, dans Final Fantasy VII Remake, la description de l'écran de chargement de Shiva mentionne que selon la légende, elle a sauvé une fois la planète d'une catastrophe en étanchant une grande blessure avec un glacier. En complément, dans le premier Final Fantasy VII, basé sur les conversations enregistrées du professeur Gast et d'Ifalna, trouvées à l'auberge Glaçon, il est expliqué que le nord de la planète ne fond jamais parce que l'énergie de la planète y est recueillie pour guérir ses blessures. Ensuite, Léviathan pour le Wutai. Wutai que pour l'occasion je coupe en 2 vu la taille du continent, et j'ai misé sur Ramu pour la partie sud au motif que c'est avec Yuffie qu'on l'obtient dans Intergrade, et en raison de la présence massive des oiseaux tonnerres dans cette région du globe dans FF7 et dans Crisis Core.
Typhon me semble pas mal pour la région qui entoure le village Fusée en raison de son pouvoir élémentaire de l'air. Ifrit à Midil parce que, pourquoi pas. Bon, on n'a qu'à dire qu'ils en feront une région avec un volcan. Ou que c'est une région tropicale, ce qui n'est pas forcément déconnant avec son design d'origine et qu'il y fait très chaud. Hadès est un peu particulier car son personnage ne fait pas trop figure totémique, mais je le place dans la partie sous-marine car je pense que ce sera un lieu d'exploration à part entière. Et aussi parce que dans FF7, on l'obtenait dans l'épave du Relnica, un peu comme une invocation bonus, et ça me semble pas mal, vu que l'épave du Relnica, question difficulté des combats et gueule des ennemis, c'est déjà l'antichambre de l'enfer. Je mets Bahamut à Midgar, déjà parce que sinon je sais pas où le mettre, mais je me dis que Midgar n'a pas dû être construite à cet endroit par hasard. Et mon cerveau est parti en roue libre en mode Midgar égale lieu de forte concentration de la Mako, égale site Cetra, égale Bahamut. Et puis, en clin d'œil à la présence de Bahamut Sin à Edge dans Advent Children. Et donc, il nous en reste 2 sur lesquels je vais développer un chouïa. Tout d'abord, Bahamut 0. J'ai un peu bloqué sur celle-ci du fait que c'est un robot, et ça fait pas très figure tutélaire des anciens, même si encore une fois c'est déjà le cas d'Alexandre. Alors j'ai plusieurs théories pour remédier à la question. Numéro 1, Bahamut 0 n'est plus un robot de l'espace, mais une forme plus puissante de Bahamut, comme on en voit dans Ever Crisis avec Alba et Horta. Je vois bien un truc du genre méga Bahamut de la destruction, auquel cas je mettrais cette invocation sur un site lié aux anciens, encore une fois, du fait de leur connexion avec les invocations de type dragon et l'ordre des dragonniers. Il m'en reste un sur la carte, la zone du temple et surtout de la cité des anciens, où l'on sera théoriquement amené à revenir vers la fin de la 3e partie. Ou alors, Bahamut 0 devient une création de la Shinra, notamment du centre de recherche de Scarlet sur l'armement des matérias de synthèse. Auquel cas, je mets Bahamut à la Cité des Anciens et Bahamut 0 à Midgar, où l'on sera théoriquement amené à revenir aussi vers la fin de la 3e partie. Ou alors, Gardia, la cité mécanique de Loveless, a vraiment existé et Bahamut 0 est lié à son héritage. Et là, j'avais pas d'idée jusqu'à ce live sur la chaîne de Cal, où l'ami Chronos, encore lui, a évoqué la possibilité que le météore soit tombé à l'emplacement de Gardia, ce qui expliquerait l'absence de vestiges de cette cité et viendrait encore appuyer l'obtention de Bahamut 0 dans la zone liée à la Cité des Anciens. Et bien sûr qu'on ne va pas se quitter sans évoquer les légendaires Chevalier de la table ronde, que je ne vois aucune raison de ne pas caser sur leur île d'origine, puisqu'en ce qui me concerne, je parierais assez largement sur une quête d'obtention dans le même goût que celle de Gilgamesh. Chevalier de la table ronde est une invocation absolument pétée, et par conséquent, elle est évidemment difficile à obtenir. Dans FF7, la clé était l'élevage de chocobos, qui permettait d'obtenir un chocobo d'or, permettant d'accéder à l'île où se trouvait la matéria. L'élevage de chocobos ne semble plus être d'actualité, même s'il n'est clairement pas exclu que Chocosage, le vieux déguisé en pyjama Pikachu à Nibelheim là, nous file une quête pour aller chercher ce légendaire volatile. Et avec ou sans chocobo d'or, il ne me semble pas déconnant d'imaginer une quête du même type que les proto-reliques, genre reliques des anciens pour accéder à l'île des chevaliers de la table ronde, un peu comme on a dû le faire avec Gilgamesh. Gilgamesh qui possède d'ailleurs une version Wish d'Excalibur. Clin d'œil, clin d'œil. Alors pourquoi je parle de reliques des anciens ? Parce que si les autres invocations sont incluses dans le lore de FF7 Trilogie, alors cette invocation aussi. Et pour spéculer sur ce sujet, on va faire un petit retour par une théorie de fans qui remonte à Final Fantasy VII. Si le joueur utilise les chevaliers de la table ronde contre Genova mort, la dernière forme de Genova que l'on affronte à la fin du jeu, Bizarro Sephiroth aura 60 000 points de vie supplémentaires et Cypher Sephiroth 80 000 points de vie supplémentaires. L'intention des développeurs était surtout de rééquilibrer la difficulté du jeu si le joueur possédait cette invocation qui, de base, one-shot les 2 formes de Sephiroth. Mais certains joueurs en ont déduit qu'il existait un lien entre Genova et les chevaliers, qui seraient en réalité les âmes des guerriers Cetra qui l'ont vaincu et enfermé au cratère nord. Vu que la retrilogie insiste pas mal sur l'essence des matérias qui sont des souvenirs du passé, la théorie, qui par ailleurs est ultra stylée, n'est pas si déconnante que ça. Elle serait même selon moi le moyen le plus évident d'inclure les 13 chevaliers dans le lore de Gaïa. Et si on allait encore plus loin ? Accrochez vos ceintures, c'est le moment de la vidéo où on part grave en cacahuète. Ou alors, Arthur, c'est en fait Alfred, dont on apprendra que dans le dernier chapitre de Loveless, il réalise que sa déesse bien-aimée est en fait Genova, ou comme l'a suggéré Chronos, oui, encore lui. Rosa, dont Alfred est amoureux, a été possédée par Genova.
et qu'il s'est retourné contre elle en s'associant à d'autres chevaliers pour la libérer, et c'est les Génova au cratère nord. Allez, on se pond un petit scénario cacahuète. Pour bien comprendre comment je vais en arriver à mon scénario alambiqué, il faut se référer au live que j'ai mentionné précédemment et s'appuyer sur la très bonne vidéo de Cephrïus sur Génova, qui a fait un excellent résumé des parallèles entre Rosa, Génova, la fresque du temple et la reine de Grenat. Oui, tout ça. Si tu l'as pas vu, tu vas faire tes devoirs et tu reviens, moi je répète pas tout. Mais donc, dans le Temple des Anciens est retranscrite la scène du combat des hommes et des cétras contre Génova. On y voit d'abord des chevaliers, qui dans le temple représentent apparemment les hommes, s'attaquer à Génova, mais ils échouent. Puis viennent les cétras avec leur magie qui parviennent à vaincre partiellement, comme on le sait, Génova. Les chevaliers ont exactement le même design que le chevalier bleu, Alfrid, dans la pièce de Lovelace. Et comme le fait remarquer Cephrïus, la figure angélique à la fin fait beaucoup penser au costume que porte Jessie dans la même pièce. Et si on relie Lovelace, le Queen's Blood et le lore des jeux, ça peut donner... Dans Lovelace, la déesse est en fait Minerva, l'incarnation de la rivière de la vie que l'on voit à la fin de Crisis Core. Rosa est une cétra, une servante de la déesse dans le sens où elle a la capacité de manipuler la rivière de la vie, et Alfrid, un homme que la rivière de la vie veut protéger pour ses qualités de héros, mais qui ne parvient pas à trouver le don de la déesse car il n'est pas un cétra. À la fin de la pièce, Alfrid a vaincu Varvados et quitte Gardia tombée en disgrâce en y laissant la princesse Rosa qui en devient la reine. La cité est détruite par le météore et Génova prend possession de Rosa qui devient la reine de Grenat. Alfrid, devenu un héros, est envoyé avec d'autres chevaliers pour vaincre la calamité des cieux, mais il échoue quand il se fait manipuler par Génova qui a pris possession de sa bien-aimée. Puis, les cétras qui manipulent la rivière de la vie mettent Génova en difficulté. Du coup, Rosa pourrait être la sorcière émeraude qui a vaincu la reine Grenat. Sauf qu'elles ne font qu'une. La reine de Grenat étant Rosa possédée par Génova, et la sorcière émeraude, la même Rosa, libérée de l'emprise de Génova par les cétras. Après leur échec, Alfrid et ses compagnons se dispersent de par le monde et retournent à la rivière de la vie, et leur mémoire génère la matéria des chevaliers de la table ronde, qui attend qu'un héros la retrouve pour assouvir la vengeance des chevaliers contre la calamité des cieux. Du coup, je me suis même dit qu'on pourrait avoir à chercher les chevaliers un par un sur la carte, dans des endroits accessibles seulement avec un chocobo d'or, par exemple. Je me suis même carrément dit que les autres invocations tutélaires pouvaient être les esprits des gardiens de chaque zone qui ont lutté contre Génova, et que si on les obtenait toutes, alors elles réveilleraient les esprits des chevaliers qui auraient conservé les attributs de chaque créature. Sauf que ça fonctionne pas, il y en a 2 de trop. Mais c'est dommage, j'aimais bien mon idée. Quant à comment elle va pouvoir fonctionner sur le terrain, étant donné qu'avoir 13 guerriers géants sur le champ de bataille en même temps donnerait un bordel visuel sans nom et ne pourrait vraisemblablement pas être techniquement possible avant la PS32, il est logique de penser qu'un seul chevalier soit présent pendant l'invocation. Soit Arthur, soit un des chevaliers au hasard. Et la combinaison des chevaliers n'interviendrait qu'au moment de l'attaque spéciale de l'invocation. Sinon, on peut toujours imaginer que les chevaliers de la table ronde deviennent le chevalier de la table ronde, mais ça sent la levée de bouclier des fans, donc ça m'étonnerait que Square Enix aille dans cette direction. D'une manière générale, cette volonté encore assez timide, mais de plus en plus présente, d'inclure les invocations directement dans le lore de FF7 ouvre des perspectives intéressantes. Les matérias étant la condensation d'émotions, de souvenirs, de rêves, quels sont ceux qui auraient pu donner naissance à ces entités géantes et surpuissantes ? 2 choses me semblent assez incontournables, qu'elles soient liées aux cétras, vu qu'elles semblent provenir d'un passé lointain, et que ce sont a priori les cétras qui, les premiers, ont formé les matérias. Et qu'elles incarnent des gardiens protecteurs, peut-être les esprits des anciens qui ont combattu la calamité des cieux, ou les esprits conjugués des tribus qui peuplaient certaines parties du globe, à l'instar de celles des dragonniers mentionnées dans Ever Crisis. On n'est certes pas forcé de tout vouloir expliquer dans un jeu, mais vu que Square Enix a choisi d'ouvrir cette porte au sujet des invocations, je trouverais dommage qu'ils ne la franchissent pas totalement en nous laissant sur notre faim concernant leur origine et leur vraie nature. J'ai assez peu de réponses à donner sur cette question, mais si c'est votre cas, je serais ravie d'en savoir plus. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura intéressé et je vous remercie chaleureusement de l'avoir regardée. J'espère vous retrouver sur un autre sujet. Portez-vous bien et surtout n'oubliez jamais...
Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, goûtons voir, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, goûtons voir, goûtons voir si le vin est bon. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Et la tête, et la tête, oh non, non, et la tête sous le robinet. Et la tête, et la tête, oh non, non, et la tête sous le robinet. Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive ici J, le roi des buveurs. Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive ici J, le roi des buveurs. Ici J, ici J, non, 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 ici J, le roi des buveurs. Ici J, ici J, non, 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 ici J, le roi des buveurs.